Bonsoir Jacques Chanu. Bonsoir. Vous présidez la Fédération française du bâtiment. Emmanuel Macron vous demande de construire plus, de construire davantage, avec l'idée que ça va faire baisser les prix. Est-ce que ça marche, ça ? Oui, ça marche. C'est-à-dire que les secteurs où il manque du logement, forcément, il y a une tension sur les prix et donc sur les loyers. Et l'idée, c'est d'agrandir ce marché sur ce secteur-là pour permettre globalement au prix, notamment au foncier, de baisser et donc au loyer de baisser, parce que c'est assez mécanique. Mais dans les grandes agglomérations en ce moment, vous construisez beaucoup, de plus en plus, et les prix baissent pas. Et non, parce ça que... suffit pas. Oui, vous avez raison, c'est une très bonne remarque, mais depuis des années, on ne construisait pratiquement plus, enfin en tout cas beaucoup moins, et que donc un retard a été pris. Si on construit autant, c'est pour essayer de rattraper un retard. Il faudrait, on estime, pour essayer de rattraper le manque de logements neufs en France, qui est à peu près d'1 million, il faudrait qu'on construise 500 000 logements par an pendant 10 ans, pour à la fois récupérer le retard, mais aussi répondre à, par exemple, les familles qui sont beaucoup plus éclatées maintenant, et aussi l'augmentation démographique dans notre pays, qui reste une bonne nouvelle. Demain, le chef de l'État va participer à votre congrès à Paris, les 24 heures du bâtiment. Que lui demandez-vous, Jacques Chanu ? On lui demande simplement de nous redonner un peu de confiance en l'avenir et d'essayer de comprendre pourquoi ce discours, cette petite musique ces derniers mois autour de l'immobilier, du logement, avec ce côté que c'était un peu toujours au centre de propos pas toujours plaisants, par exemple sur la fiscalité, d'essayer de comprendre pourquoi le prêt à taux zéro qui aide à financer ces jeunes qui veulent acheter une première fois, pour la première fois, est annoncé comme supprimé dans 90% du territoire. Alors là, je précise, on parle de recentrer plusieurs dispositifs, dont ce prêt à taux zéro, dont aussi le dispositif Pinel pour les investisseurs. En gros, on centrerait ces dispositifs dans les zones tendues, là où c'est le plus difficile de se loger. Ça vous choque ? Non, le Pinel et le prêt à taux zéro, c'est deux choses totalement différentes. Le Pinel, c'est de l'investissement locatif et là, il nous paraît tout à fait logique de le recentrer là où il y a besoin de logements. Vous le disiez, de logements locatifs, c'est-à-dire plutôt dans les zones, ce qu'on appelle tendues, donc les grandes villes en gros. Donc là, oui. Mais le prêt à taux zéro, c'est pas un effet d'aubaine, c'est pas une histoire d'un manque de logement. C'est aider les jeunes qui veulent acheter ou construire leur maison ou leur appartement, ou acheter un appartement pour la première fois, de pouvoir le faire. Le prêt à taux zéro, quelque part, remplace l'apport. Or, les jeunes ont rarement un apport, mais ils ont rarement un apport qu'ils habitent Guéret ou Marseille. Il n'y a pas de logique, me semble-t-il, à territorialiser le prêt à taux zéro. Le pouvoir d'achat n'est pas le même à Guéret qu'à Marseille. Il faut simplement garder un outil... Même pour faire des économies sur la politique du logement. Ah, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans la politique du logement. On va ressortir les grands chiffres. On est dans une politique budgétaire, mais il faut l'assumer. Et les 40 milliards de la politique du logement. Oui, et les 70 milliards de recettes liées au logement. Donc, encore une fois, je crois qu'il y a une politique budgétaire, il y a une recherche d'économie qui est tout à fait louable. Là, nous le reconnaissons. Simplement, il ne faut pas parler de fracture territoriale, de lutte contre cette fracture territoriale. Et les dernières élections politiques ont bien prouvé qu'il y avait un sentiment d'abandon dans un certain nombre de territoires. Et dans le même temps, dire, ces territoires-là, pour les jeunes qui veulent habiter dans ces territoires, qui veulent donc travailler dans ces territoires, rien n'est fait pour les accompagner. Très sincèrement, je pense que c'est un message que nous répétons depuis un certain nombre de jours, depuis que le projet de loi est sorti. Et j'ai le sentiment qui commence à être entendu. J'ai le sentiment que ces remarques de bon sens, que je comprenne bien, le président de la République et le gouvernement reviendraient sur cette mesure, restriction du PTZ ? Je n'en ai aucune idée, mais j'ai le sentiment que les arguments de bon sens que nous donnons depuis un certain nombre de jours commencent à être entendus. J'espère que simplement cela peut se traduire dans des annonces ou en tout cas dans des décisions dans les semaines à venir. Ça n'est pas tranché ? À ma connaissance, non. Vous avez protesté, Jacques Chanu, également contre la réduction des APL, les aides au logement, et contre la baisse des moyens des organismes HLM. Pourquoi ? Parce que le monde HLM représente 12% de notre chiffre d'affaires et là encore, aussi, est très important dans les territoires plus ruraux. Et donc, vous avez peur que moins de moyens, ça signifie moins de construction, très clairement. Alors, vous arrivez à le chiffrer ou pas ? Parce qu'on entend des chiffres très différents. Oui, non, mais la bataille des chiffres, moi, je ne vais pas rentrer dedans parce que chaque organisme, il y a une situation totalement différente. Vous ne pouvez pas comparer la situation d'un organisme HLM en Île-de-France, par exemple, ou en Corrèze. Ce n'est pas du tout la même problématique. Simplement, là encore... Il faut comprendre que l'État cherche, là aussi, à essayer de comprimer un certain nombre d'aides, surtout lorsque l'État estime qu'elles ne sont pas utilisées totalement à bon escient. La méthode retenue sur les APL ne nous semble pas la bonne.
Voilà, simplement parce qu'elle est injuste. Comme elle est généralisée, quel que soit l'état financier des organismes HLM ou des entreprises sociales pour l'habitat, eh bien, c'est la même sanction pour tout le monde. Non, je crois qu'il faut trouver un système qui permette à ceux qui ont de l'argent et qui ne l'utilisent pas, parce que ça existe aussi dans l'investissement en construction, en rénovation, ben là, oui, pourquoi pas, il faut regarder pour que cet argent puisse être redistribué à ceux qui en manquent en fonds propres pour pouvoir réhabiliter principalement leur parc. Une autre urgence dans le domaine du logement, la lutte contre ce qu'on appelle les passoires thermiques, tous ces logements qui consomment beaucoup trop d'énergie. D'après le journal Le Parisien, les services de Nicolas Hulot réfléchissent ou ont réfléchi à une taxation des propriétaires qui ne font pas les travaux nécessaires. Ah, il y a beaucoup de réflexions sur la taxation, Ouais. ça je vous le confirme. Ouais. Est-ce Ça que ne c'est veut la pas dire bonne que ça sera méthode? retenu. Hein. On parle plus d'incitation que de coercition. Oui. Est-ce qu'il Ça a faut rien à taxer voir. les propriétaires Non, qui entretiennent pas bien ces logements? Non, mais arrêtons de matraquer en permanence ces propriétaires. Donc vous dites non là-dessus. Surtout dans le parc privé. Si un propriétaire... Même ceux qui ne font pas le minimum pour leurs Mais locataires. c'est quoi faire le minimum? Il faut être capable de pouvoir le financer. Là encore, on va pénaliser ceux qui ont le moins de moyens en tant que propriétaires. Donc, encore une fois, dans ces territoires plus ruraux, parce que les loyers sont très bas et que donc ils ne peuvent pas faire ces travaux. Donc, oui à l'incitation, oui aux aides pour les accompagner, mais certainement pas à l'obligation qui bloquera le marché. Toute dernière question, Jacques Chanu, sur l'actualité sociale, puisqu'on l'a appris tout à l'heure. Les syndicats vont se retrouver lundi. Ils réfléchissent à une action unitaire. Unitaire, c'est le mot important, toujours contre les ordonnances. Est-ce que le gouvernement doit revoir son projet? Je ne suis pas sûr qu'ils se réunissent tous pour la même raison, parce que ce n'est pas forcément sur les mêmes sujets où ils sont contre les ordonnances. Nous aussi, on pourrait se réunir sur les ordonnances. Il y a des choses dans les ordonnances qui ne nous plaisent absolument pas, comme l'augmentation de 25% de l'indemnité de licenciement. Donc, bon, voilà, je crois que c'est une période politique où tout le monde veut montrer qu'il existe vis-à-vis de ses troupes. On verra bien ce que ça donnera. Jacques Chanu, président de la Fédération française du bâtiment, invité de l'Interview Éco. Merci.